Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore avec Eugénie pour une nouvelle partie de la clé des nuages. On a décidé de faire quelque chose d'un petit peu, enfin de continuer à tordre un petit peu le jeu aujourd'hui. On va faire une partie qui a l'objectif d'être cohérente cette fois-ci, d'être une vraie histoire, mais notre objectif ça va être de raconter un voyage. Moi je vais jouer le mage, et au lieu d'explorer des ruines statiques, pièce par pièce, en fait, je vais traverser a priori une longue étendue, quoi. Le but étant de raconter ce voyage non pas en narrant certaines étapes spécifiques à des moments où il se passe des choses, mais vraiment de rentrer dans un mode de narration. On va parler de l'évolution du paysage, parler du temps qui passe pendant le voyage. On va voir si on y arrive ou pas, c'est un peu expérimental pour nous. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que on commence tout de suite? J'ai rien à ajouter. Super. Et ben je vais te présenter mon mage et puis on va pouvoir y aller. Le personnage que j'incarne est un être un petit peu androgyne, peut-être plutôt masculin, complètement glabre à la chevelure, enfin glabre à l'exception d'une espèce de chevelure blanche assez longue qu'il garde nouée sous une espèce de petit chapeau brodé. Il a la peau extrêmement pâle, presque translucide par endroits, qui contraste beaucoup avec les vêtements qu'il porte. Ils ont un assemblage assez hétéroclite, assez étrange, une tunique assez riche avec un petit pantalon en dessous, des choses assez légères, mais un assemblage assez riche, quoi. Le début d'une cape sur ses épaules qui est coupée à mi-hauteur. Euh, Ça fait pas vraiment harlequin ou fou, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de un- une profusion de couleurs, quoi. Et alors il y a un détail qui saute aux yeux immédiatement, c'est que ses yeux sont des joyaux. Ce sont des pierres taillées grises qui étincellent. Et c'est ça son talisman qui lui rappelle sa quête. Et d'autre part, la chevelure d'or que je t'ai décrite, c'est son artefact que tu dois donc réincorporer comme une clé. Et je crois que je t'ai tout dit. Ok. Et comment tu as trouvé ce pays et comment tu t'attendais à ce qu'il soit? Je l'ai, je l'ai trouvé parce que je le connaissais déjà, bien sûr. Je suis simplement sorti de ce monastère où j'avais vécu. Une bâtisse de pierre un peu rude, un peu simple, dans une vallée montagneuse. Et j'ai pris la route après tellement d'années, tellement de temps. Je suis parti après, je suis parti vers le nord. Ici, il fait jamais vraiment très froid. On n'est pas très loin de la mer. C'est très tempéré. C'est un endroit où toutes les saisons sont clémentes. Mais là, je sais que l'automne touche à sa fin. Et m'attends à ce qu'il fasse de plus en plus froid. Que ce soit moins facile. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est s'il y aura du monde sur les routes.
effectivement, tu es resté longtemps dans ce monastère. Ou alors les choses ont changé très vite, mais c'est difficile d'imaginer qu'un pays puisse basculer aussi vite. L'automne touche à sa fin et le paysage semble plus désolé qu'à l'ordinaire. C'est comme s'il avait perdu ses couleurs. La, la route s'étend sous tes pas et à perte de vue devant toi puis derrière toi également. De pierres blanches, longues et sinueuses comme peuvent l'être les mèches de tes cheveux. Tu as perdu le compte des bornes sur lesquelles sont apposées des écailles. Enfin, une écaille qui se répète encore et encore pour ponctuer ta marche. Et l'écaille, c'est un symbole. Et dans cet air désolé, il y a du monde sur la route, des gens pieds nus, en haillons. Et ce qui t'accompagne pendant ton chemin, c'est la rumeur. Des bouches qui parlent de choses et d'autres, sans qu'on sache ce qui est inventé, ce qui ne l'est pas, qui chuchotent beaucoup. Qui forment comme un écho indistinct, qui mélange les salutations et les adieux au fur et à mesure que tu les dépasses. Et la rumeur, c'est un symbole aussi.
Je marche jour et nuit, d'un pas trop rapide, sans m'arrêter et sans manger. Des collines douces défilent autour de moi, sans doute plus nues que dans mon souvenir. Des maisons, des villages au loin ou que je traverse, trop vides ou trop mornes, sans doute. Je me sens un petit peu mal à chaque fois que je croise la route d'un vagabond en haillons. Je réajuste mes vêtements, je sens l'étoffe sous mes doigts et je me demande ce que je fais à porter tout ça. Les nuages arrivent, une couverture grise s'étend sur le monde. Et j'ai retiré le chapeau que je portais, que j'ai accroché sur mon sac à dos derrière moi. Et quand j'ai mes cheveux qui volent au vent pendant la journée, ils prennent une teinte d'or. Il y a toujours un rayon de soleil qui tombe sur moi, à travers les nuages. La nuit, il se teinte d'argent et c'est la lune qui me suit. Et depuis que je fais ça, la rumeur me suit et me précède tout à la fois. On m'accompagne, on marche dans mes pas. Là où je vais, que je suive les routes ou que je recoupe à travers champs, on trouve de l'eau ou des baies. On me suit parce que je porte chance, je crois. Mais je marche trop vite et personne ne parvient vraiment à me suivre. L'admiration que je vois autour de moi, elle se transforme en ressentiment dans les échos de la rumeur. Et bizarrement, cette rumeur me précède, même si je vais plus vite qu'elle. On me dévisage, on me regarde, on s'éloigne ou on se rapproche, mais plus personne n'est neutre. Je vois de l'envie dans les regards des gens que je croise. Je suis presque toujours accompagné, pourtant mes seuls véritables amis sur ce voyage, ce sont le soleil et la lune. Et l'admiration qui m'entoure contraste de plus en plus avec l'écho de la rumeur violente que j'ai toujours l'impression d'entendre au creux de mon oreille. Alors il y a un jour où j'en peux plus. Je dévie, je sors de la route. Je ferai un détour, tant pis. Et je m'enfonce dans une épaisse forêt qui descend bien en dessous du niveau de la mer. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans ce chemin détourné? Ou bien la dernière couleur qui me manque, ou bien des ténèbres pures et absolues.
quitter la route pour s'enfoncer dans la forêt, c'est abandonner les gens, mais c'est aussi laisser derrière soi les rayons du soleil ou de la lune qui ne pénètrent pas ici. C'est avancer à tâtons par un chemin sombre. Tu fais des détours. Devant une crevasse, une rangée de troncs trop serrés, des buissons inextricables. La forêt est dense, épineuse, moussue et feuillue. Parfois, c'est à se demander si le minéral et le végétal ne sont pas en train de se mélanger, à croire que les arbres auraient des écailles. La forêt bruisse, des froissements d'ailes, des gargouillements, des crissements d'insectes. Mais curieusement, cette rumeur-là, quand tu avances, elle se tait. Il faudrait s'arrêter longtemps pour percer cette bulle de silence, le temps que, peut-être, cet environnement t'oublie, oublie que tu es un intrus ici. Mais est-ce que tu sais encore t'arrêter? Tu longes un ruisseau qui court, lui aussi. Parfois des pierres roulent sous tes pieds, dévalent un talus. Mais tout semble étouffé, comme si le son ne se propageait pas, pas plus que la lumière ici.
Ma chevelure est noire, comme l'abîme. Et les gemmes par lesquelles je vois n'étincellent plus. Je trébuche sur chaque racine et je me cogne à chaque arbre. Je manque tomber dans chaque crevasse et dans chaque ruisseau. Suivre un cours d'eau, voilà ce que je peux encore faire, mais chaque pas est difficile, chaque instant de ma progression est entravé. J'ai trouvé une branche à peu près droite pour me guider, pour me servir de bâton de marche, mais même comme ça, j'ai énormément de mal à progresser à travers la forêt. Les quelques premiers jours, je me satisfais de la rumeur qui s'est tue. Des cris animaux et des piaillements qui couvrent rapidement les vieilles jérémiades de mes compagnons de voyage. Mais au bout de quelques jours, j'en viens à regretter amèrement le choix que j'ai fait. Je continue bien sûr, mais plus j'avance et plus je réalise que ce qui est le plus difficile, c'est de continuer à porter tout cet attirail, tout cet accoutrement. Je crois que mes vêtements me brûlent, me grattent sans cesse ou m'en serrent un petit peu trop. J'ai pris le temps d'une pause au cœur de la forêt. J'ai fabriqué une petite cabane, je me suis creusé comme une sorte de terrier. Je m'efforce de ne pas voir les écailles. Et après quelques jours ici, je repars en abandonnant tous mes vêtements, à l'exception d'un simple pantalon de toile et d'une chemise de lin très sobre. Spontanément, c'est comme si j'avais été aveugle de naissance. Je me repère, je sais comment éviter mes dangers. Tout va mieux, tout se passe bien. Jusqu'à ce que je sente les premiers rayons de soleil qui me touchent et qui recolorent mes cheveux. Et je m'arrête, je suis pris d'un effroi. Les arbres devant moi sont de plus en plus clairsemés. Parfois, on aperçoit même des montagnes au loin. Mais je fais demi-tour. Je retrouve la cabane et le terrier, dans un océan de couleurs. Je cueille ou j'arrache les vêtements que j'ai laissés comme de mauvaises herbes que je reprends rageusement. Je me force à les enfiler de nouveau, en serrant les dents. Et je repars. Je retrouve l'orée de la forêt, à bout de force, exaspéré. Je...
gris et taché de sang. Mais je sais que bientôt ça ira mieux. Et qu'il faut continuer. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver derrière le rideau des arbres? L'hiver et son manteau neigeux qui masque les écailles et qui rend encore leur éclat aux couleurs.
Les arbres s'éclaircissent, et ton sentiment ne t'a pas trompé, c'est l'hiver. Le givre craque sous tes pieds. Les matins, ils recouvrent tout. Puis c'est le gel, puis c'est la neige. Le ciel alterne des moments voilés, où il est difficile de voir si le soleil est à un endroit ou à un autre, tellement sa lumière est diffuse. Et des moments de pureté insondable. Des ciels d'étoiles éclatantes. Ou des midis d'un bleu profond. La neige tombe parfois, elles ne fond pas. Elle fait disparaître le chemin devant toi, mais jamais derrière, puisque tu laisses tes empreintes. Elle étouffe le bruit aussi. Elle tombe en silence. Mais l'hiver, c'est aussi le temps du conte. Partout où tu t'arrêtes, c'est comme si c'était le moment de la veillée, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit. Des bougloutements de soupe chaude, des odeurs d'épices, des couvertures colorées, des flambées dansantes. Et la rumeur qui t'accompagne. Tu quittes un conte pour arriver dans un autre village.
J'ai voulu traverser cette campagne comme comme un rayon de lumière, ou plutôt comme un bateau qui carte les flots sans rien changer. J'ai caché mes couleurs dans mes yeux et je les ai bandés, mais ne pas voir ne m'empêche pas de trouver mon chemin. Mes habits et ma chevelure complètement blanche me laissent filer à travers la neige, et je m'efforce de ne pas penser aux traces que je laisse. Je m'attriste au fur et à mesure que je traverse. Je ne vois plus les arbres et les villages. Un matin, je laisse mes oreilles gelées et tomber, jusqu'à ne plus du tout les écouter, jusqu'à ne plus du tout entendre. Je frissonne tous les jours, de froid ou de peur. Parfois, je change de direction, je me rapproche ou je m'éloigne d'un petit village. Je vais m'adosser à un mur, écouter une histoire que l'on raconte au coin du feu avant de continuer. J'ai de plus en plus peur de la neige, surtout de ce que je dois laisser derrière moi lorsque j'avance. Alors j'accélère encore. J'ai peur de mes mains. Alors une nuit, je trempe mes bras dans un ruisseau glacial. Et au petit matin, ils sont congelés. Et ils tombent aussi. Et je reprends la route sans mes bras. J'avance dans le noir et sous le soleil blanc. Et autour de moi, j'imagine des avenues, de grands immeubles de cristal, des châteaux majestueux. Ce que je m'attends à trouver ensuite, c'est la cité miroir.
petit à petit, tu as senti sous tes pieds que la neige s'amenuisait. Et puis la pierre. Non pas qu'il fasse moins froid, mais ici tout est sec. Pas après pas, tu as franchi d'immenses marches de pierre, lisse et froide. Sans oreilles pour l'entendre, les yeux bandés sans main pour toucher. Difficile de savoir si tu as passé le porche ou pas. Mais l'air avait soudain une saveur particulière. Des vibrations bruissantes qui changent de la solitude de la route. Dans la cité miroir, il y a des mains qui t'effleurent en permanence pour te faire un pas de côté, pour te pousser dans une rue, te tirer dans une autre. Il y a des moments où l'espace se fait et des moments où tu sens que de tes deux épaules, tu peux toucher deux murs. Les pavés sont lisses. Si le soleil se montrait et si tu voyais le soleil, peut-être qu'ils étincelleraient de mille feux. C'est difficile de savoir. Les parois des murs sont lisses aussi, difficile d'y rencontrer une porte, en réalité.
Si c'était la pleine lune et que tu pouvais voir, peut-être que ils en reflèteraient les rayons à l'infini. C'est difficile de savoir. Marcher dans la cité miroir, c'est comme marcher dans un labyrinthe. Pas de ceux dans lesquels on se perd, mais de ceux qui vont forcément au centre. Quand les mains me touchent, le tissu s'effiloche, et il part bribe par bribe. Quand mes épaules raclent contre la pierre, elle s'effrite, se brise petit à petit et m'abandonne. Quand mes pas battent le pavé lisse, mes pieds se fissurent jusqu'à s'en aller. Alors je dois marcher sans toucher le sol. Je me perds de plus en plus. Mes cheveux inutiles tombent. Je me perds vers le centre de plus en plus. Le bandeau tombe. Mes yeux se fissurent déjà. J'avance encore et je perds les derniers morceaux petit à petit. La cité miroir peut être blanche ou noire, peut-être illuminée par le soleil ou couverte par la lune, je ne le verrai plus. J'avance dans la grisaille et dans l'indifférence, en essayant de ne plus penser. Et quand il ne reste plus rien de moi finalement, je retrouve le miroir et je retrouve le mage. Et j'ai accompli ma quête. Et cette partie est terminée. Il va falloir que tu me racontes. Oui, je te raconte. Bon, j'ai plein de trucs à dire en débrief, j'ai pris 2-3 notes. Mais le premier truc, c'est que, en fait, dès le début, j'ai eu une idée extrêmement précise pour le personnage que je jouais, savoir où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il venait faire, qu'est-ce qui se passait, en fait. Et je me suis souvent demandé si ça allait poser un peu problème. Mais en fait, ça va, comme un peu toujours, c'est-à-dire que j'avais mes idées très très claires de qu'est-ce que j'allais faire, où est-ce que j'allais aller, et puis ce que tu m'as proposé m'a forcé à réadapter un petit peu. C'était assez proche quand même de ce que j'avais prévu au début, mais ça a pris une saveur assez terrible. Alors, je vais t'expliquer mon intervention, enfin mon interprétation. Tu vas voir que mon personnage
est pas très, enfin, on n'est pas très fiers, tu vois, de l'avoir joué, de l'avoir fait traverser tout ça. Est-ce que je me lance dans mon interprétation ou est-ce que tu veux dire des trucs avant, tu as des choses à partager? Vas-y, vas-y. Ça marche. Bon, alors, l'idée très précise que j'avais dès le début, c'est que mon personnage vient d'un endroit qui s'appelle la Cité Miroir. Ma quête, c'était de retrouver la Cité Miroir. Et en fait, c'est une espèce de cité cachée, un peu bizarre, dans laquelle moi, je ne suis pas une vraie personne, je suis un reflet. Un reflet qui a été envoyé dans le monde et qui, après des éons, finit par revenir, en fait. Donc c'est pour ça qu'au tout début, j'étais dans ce monastère où je m'étais isolé et puis je t'ai dit, bah, je vais sortir, partir et puis en fait, moi, je voulais retrouver enfin la Cité Miroir d'où je viens. Et ce que j'avais en tête, c'était un personnage qui est une sorte d'observateur qui va ramener à la Cité Miroir ce qu'il a vu, ce qu'il a compris du monde et qui en ramène voilà, le souvenir, les histoires, toutes sortes de choses. Et au début, donc voilà, l'apparence de mon personnage est symbolique de ça, c'est-à-dire que alors les yeux cristallins sont la marque du fait qu'il est un reflet lui-même et qu'il doit retrouver le mage qui lui a donné naissance. C'est pour ça que je retrouve le mage à la fin, je retrouve celui qui m'a donné naissance. Et son corps est très, comment dire, bah, il a un corps très transparent, tu vois, très neutre, qui est là pour absorber, en fait, pour se faire le reflet du reste. J'imagine que si la cité s'appelle Cité Miroir, assez vite j'avais en tête que mes cheveux agissaient comme un miroir de l'environnement et me servaient peut-être à me guider, peut-être à trouver de la lumière pour faire apparaître la couleur autour de moi. Parce qu'en fait, la couleur a été le gros symbole qui a émergé pendant cette partie et qui était déjà en germe chez moi parce qu'il y avait j'avais tous ces vêtements colorés que je portais. Et ce qui représentait chez moi, c'était assez clair, c'était tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais emmagasiné et pris en moi de ce monde, en fait. C'est pas juste les couleurs, mais aussi la coupe des différents vêtements, comme si j'avais pris un petit peu de partout, un peu de toutes les cultures avant de revenir dans la Cité Miroir. Et du coup, les couleurs étaient, voilà, étaient symboliques de tout ça pour moi. Et c'était aussi ça que je devais ramener à la Cité Miroir, tu vois, puisque les couleurs représentaient ce que j'avais acquis dans le monde, ce que j'avais compris et découvert. Et ben, il a fallu il fallait que je les ramène, quoi. Voilà la base. Et le truc très violent que tu m'as envoyé dans la gueule de la toute première instance, c'est tu m'as dit bah le monde est terne, il est en train de perdre ses couleurs. Et tout de suite je me suis dit merde, c'est ma faute en fait, j'ai tout pris. Oh non! Ah, voilà, donc en fait tu m'as fait traverser tout un paysage auquel j'avais volé ses couleurs et que j'avais dépossédé de ce qu'il avait. Et que j'aurais aimé aider, mais je sentais bien qu'en lui rendant ses couleurs, tu vois, je faiblissais et je perdais ma mission. Et vraiment, le personnage que j'ai joué a accepté sa mission à la fin, même si elle était crève-cœur. Et donc, je marchais trop vite pour ne pas être suivi par les gens, je ne leur offrais pas les vêtements que j'aurais pu leur donner. J'ai failli abandonner à un moment parce que tu vois, je laissais mes vêtements au fond de la forêt parce que j'en avais marre de porter le poids. Ils étaient, ils étaient durs à porter parce qu'ils étaient coupables en fait. Parce qu'ils étaient comme si j'avais pris toute la force de ce monde, toute la beauté de ce monde. Et puis je suis allé les rechercher parce que je pouvais vraiment pas m'en séparer. Voilà, c'est ça la vérité terrible. Et je crois qu'il y a encore pire. C'est que au début du jeu, je ne savais. La première instance où j'ai dû jouer après que tu m'as décrit le paysage, je savais pas du tout quoi faire des écailles. Mais what the fuck, ça m'évoque pas grand chose, ça m'évoque le serpent ou le dragon comme des créatures mythologiques méchantes, comme des symboles violents, tu vois. Ou autre chose, mais je vois pas quoi. Et donc la première instance, j'ai utilisé à fond la rumeur parce que je savais pas du tout quoi faire avec les écailles. Et arrivé dans la forêt où tu m'en as décrit de partout, je me suis dit mais en fait les écailles c'est la marque d'une espèce de corruption finale, tu vois, du monde qui n'a plus rien et qui se craquelle. Alors je l'établis en même temps que je te le dis là maintenant que ça me fait penser. Ça me fait un peu penser à
tu vois, à des paysages très arides, quand tu imagines un désert de terre qui se craquelle par absence d'eau. J'imagine des déserts de terre rouge craquelés, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et qui se craquelle en écailles en fait. Et je le voyais comme ça, le monde est tellement aride que les écailles ressortent, se forment comme des plaques, comme des plaies, comme la marque d'une sorte de maladie. Et c'est pour ça que je voulais pas les voir aussi, parce qu'ils me rappelaient ma propre culpabilité. Et a posteriori, je comprends que les écailles dans la forêt, il y en avait partout, parce que cet endroit-là n'a déjà plus de couleur. Je t'ai demandé une couleur ou des ténèbres, tu m'as donné des ténèbres, c'est clairement. Il y avait même plus de son d'ailleurs, les ténèbres étaient corrélées avec le son, mais on y reviendra plus tard. Et, euh, et voilà, donc à la fin je voulais de la neige pour ne plus rien voir et pour avancer jusqu'à la fin de ma mission sans avoir à supporter en fait la vue de tout ce que j'avais arraché au monde. Et dans l'acte final, dans la cité, je suis retourné à la cité de la cité miroir, j'ai accompli ma quête. En fait, je l'ai déjà accompli dans l'avant-dernière instance, pas dans la dernière. Et je restitue ce que j'ai apporté. Donc je me soumets en fait à cette espèce de quête déchirante qu'on m'a imposée. Et je rends une à une les couleurs que je suis allé chercher et le corps qui ne me sert plus. Voilà. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. J'ai pas fait ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Eh ben écoute, Oh mon Dieu. je t'écoute. Moi, quand tu décris ton personnage, je vois effectivement un fou pâle et avec quelque chose peut-être d'un feu follet ou d'extrêmement vivant à qui peut-être il manque une touche de quelque chose. Et du coup, je me suis dit que je sais pas, je me suis dit que justement si je décris un monde sans couleur alors que toi t'es très coloré, c'est une occasion de c'est quelque part une toile que je te tends pour que tu puisses peindre, quoi. Et et les écailles, moi, toi tu les vois comme une corruption, moi je les voyais au contraire comme quelque chose en fait, c'est marrant parce que j'ai choisi les écailles effectivement en pensant au dragon. Et quand tu décris ton personnage avec une chevelure blanche, une peau translucide et des yeux qui sont des joyaux et qui étincellent, ça me paraît évident que t'es un animal mythique en fait. Il y a quelque chose de pas humain, mais au sens de plus qu'humain, quoi, dans, dans ce que tu es. Alors effectivement, j'avais pas le reflet, mais du coup, j'avais quand même perçu quelque chose. Et au début, je les mets sur des bornes. Rétrospectivement, j'y pense pas du tout sur le moment, hein, parce que je pensais plus à cette espèce de coquille Saint-Jacques qu'on peut voir sur certaines bornes. Mais maintenant que j'y pense, si les écailles, c'est un lien, alors soit avec ta corruption, soit avec ta dimension non humaine, euh, les mettre sur des bornes, c'est aussi mesurer le trajet qui te sépare de toi-même, quoi. Et du coup, t'es parti sur quelque chose de très beau, en fait. Le fait que... Moi, j'y ai vu quelque chose d'assez gai, en fait. Le fait que tu avances très vite et puis les gens veulent te suivre dans ton sillage, parlent de toi, t'admirent. Il y a quelque chose d'un peu d'un joueur de flûte, le conte où voilà, t'emmènes les gens dans ton sillage et par la beauté en plus, parce que c'est tes cheveux qui reflètent le soleil et la lune. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez joli. Et là arrive la forêt.
la forêt. Je pense pas une seconde te soumettre à une telle épreuve. Je... tu me dis trouver la couleur qui me manque et je l'ai compris comme il me manque une couleur. Dans tout mon attirail, il me manque une couleur et il faut que je la trouve comme s'il fallait compléter une collection et je me suis pas sentie de te donner ça parce que je me disais mais laquelle C'est ce laquelle que j'avais en tête, effectivement. Ouais. Du coup, j'ai choisi la facilité des ténèbres. Et puis il y avait quelque chose avec la forêt, le couvert de la forêt. Faut savoir que je sors d'un week-end Milvaux où on a quand même pas mal joué dans le côté sombre de la forêt. Donc voilà, ça paraissait, c'était la facilité, quoi. Et, euh, et comme tu as quitté la route parce qu'elle était trop vive quelque part, je te donne l'inverse en fait cette fois en me disant bah c'est peut-être ça que tu veux en fait, tu veux peut-être du silence, tu veux peut-être de l'obscurité et tout. Et j'avoue que tu m'as prise de court quand tu décris le calvaire que ça représente, là où je pensais t'avoir donné un paysage un peu étrange mais apaisé quoi. Peut-être juste qui te regarde passer. C'est ça que j'avais en tête. Oui, je vois, oui. Ouais, c'est toujours le cadeau terrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le cadeau terrible, je l'ai. Enfin, ouais, l'espèce de figure du cadeau empoisonné qu'on voit souvent dans la clé d'image. Bon, là, je l'ai eu à fond, mais je m'attendais pas à l'avoir aussitôt, surtout. Parce que ça a été dès ta toute première instance où tu m'as infligé un crime terrible que je pensais pas du tout avoir commis. D'ailleurs, j'y pense, mais il y a quelque chose de très colonial, en fait, dans la thématique de mon personnage. On dirait vraiment typiquement tu vois, un aventurier d'une espèce de culture dominante qui vient piller et prendre dans d'autres cultures parce que c'est beau et qui en fait détruit tout en venant. Et pour revenir à la forêt, en fait moi j'avais fait un peu l'adéquation à ce moment-là entre le, le soleil et la rumeur, c'est-à-dire que j'avais un truc avec le soleil, j'avais aussi ça en tête, ça aussi je l'avais en tête dès la création, cette idée que en fait quand je laisse aller mes cheveux au vent, alors le soleil me tombe dessus et me guide, tu vois, et tout est beau et tout est coloré autour de moi. Et en fait, la seule façon de me séparer de la rumeur et des gens qui me suivaient, de ce que je faisais autour de moi, en fait, parce qu'en fait, comme j'avais de la couleur, j'étais cool, contrairement au reste du monde. Le seul moyen, c'était de me couper du soleil, mais c'était aussi me couper comme un peu de mon énergie, tu vois. Moi, je viens de la cité miroir, je suis un reflet, tout mon être est lié à la lumière, visiblement. On a énormément parlé de lumière dans cette partie, c'était omniprésent. Et du coup, la noirceur, c'était me couper de toutes ces émanations et de la rumeur, mais c'était aussi me couper du soleil, et c'était terrible, quoi. Et du point de vue de la lumière, il y a vraiment eu 3 actes très très clairs qui ont été ben, la vie dans le monde avec le soleil, les couleurs, mais la culpabilité de ce que j'y ai fait, tout voir et en souffrir en fait. La forêt qui a été l'inverse, qui a été ne plus rien voir et souffrir d'avancer en ayant perdu qui je suis. Et troisièmement, la neige qui me permettait de voir à nouveau, même si j'avais les yeux bandés, je voyais, mais en acceptant, enfin, mais en même temps, voir mais en cachant tout, quoi. Voir mais avec les œillères. Et la neige a d'ailleurs masqué. Il y a un truc qui était assez intéressant, c'est que premier acte de plein de soleil et plein de bruit. Deuxième acte, plus de soleil et plus de bruit. Et troisième acte, le retour de la lumière, mais plus de bruit à nouveau, parce que le blanc effaçait tout. Donc ça allait vraiment bien avec ce que je cherchais, et c'était aussi assez symbolique de l'acceptation, quoi. C'est-à-dire que les souffrances, les tergiversations ne sont plus là, parce que le personnage les a juste acceptés, dépassés, et ne peut plus faire marche arrière, en fait. Il a essayé de faire marche arrière une fois, définitivement, il ne le fera plus. La moitié de la symbolique que je te dis là, je suis en train de la reconstituer en même temps que je te le dis. Oui, oui. Mais du coup, en plus, ouais, sur l'hiver, il y a eu le truc de... Je me suis dit, je vais pas t'abandonner dans un enfer blanc quand même, donc je vais te remettre de la couleur des épices, du chaud, des veillées et tout. Et rétrospectivement, je me rends compte que c'était vraiment le dernier truc à faire en fait. Parce que Oui.
C'est là, tu perds tes mains, tes oreilles, et je me dis mais waouh, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et après arrive quand même la cité miroir où tu n'as plus d'oreilles, tu n'as plus de mains, tu n'as plus d'yeux, et moi je suis en train de me dire faut que je te décrive un truc, mais comment tu peux l'appréhender en fait, et comment je peux te le transmettre. C'est pour ça que là il y a un silence qui est enfin, je n'arrive pas en fait, je n'arrive pas à me dire comment je peux te décrire une cité, toi qui ne perçois plus en fait, à part il me restait Oui. le goût et les sens sous tes pieds quoi, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, ça c'était vraiment pas facile. Ou alors j'avais le choix, hein, j'y ai pensé d'annuler ce que tu avais fait, enfin quelque part en disant bah curieusement quand tu passes le porche de la cité miroir, bim, hop là, tu retrouves tes yeux, tes oreilles et tes mains, et maintenant je vais pouvoir te parler. Tu vois. mais mais je voulais pas faire ça quand même quoi. Mais du coup c'est vrai que dans ce truc, tu te dis comment je parle à quelqu'un qui n'a presque plus de corps, comment je lui transmets quelque chose alors que enfin, c'est pas évident quoi. Ouais. Et ben j'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai parce qu'une réflexion que je m'étais fait au milieu de la partie, c'est, que c'était, extrêmement sensoriel comme, partie. Il y avait énormément de choses très visuelles autour de la lumière et des couleurs. On a passé beaucoup de temps à en parler et aussi du son parce qu'on a parlé de la rumeur. Dès l'instant où je me suis enfoncé dans la forêt, pendant un instant, je me suis dit, «Ah peut-être qu'il y aura plus de son et qu'il y aura plus de rumeurs et on va perdre ça». Effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Mais tu as aussi proposé autre chose qui était la rumeur, animale, hein, d'un certain sens, qui remplaçait. Donc il y avait toujours un gros focus sur le son. Et d'ailleurs, j'avais aussi en tête, ça c'est jamais sorti, mais tu sais, on utilise aussi parfois le terme rumeur pour désigner le bruit du vent, la rumeur du vent dans les feuilles, des choses Ouais. comme ça. J'avais beaucoup ça en tête aussi. Et du coup, comme tu avais décrit la rumeur comme des espèces d'échos qui reviennent sans cesse, il y avait un brouhaha permanent, quoi, un bruit comme une enveloppe. Et mon personnage a besoin de ne plus voir ça non plus, tu vois. Tout comme il ne veut plus voir la lumière, il ne veut plus voir l'écho, donc il s'enlève les oreilles, en ayant en tête que de toute façon, il est plus là pour absorber, il a pris tout ce qu'il avait à prendre dans le monde, il a plus qu'à le restituer, il a plus besoin d'oreilles en fait. Et les mains, c'est un peu la même chose, c'est la réalisation que je n'ai plus besoin d'agir sur le monde. Je me suis collé une ou deux fois à des maisons pour écouter des trucs au coin du feu, un peu. Moi, je me voyais en extérieur, tu vois, en train d'écouter un conte qu'on raconte à quelqu'un d'autre, mais sans qu'on me voie. Et qui sont des derniers moments de chaleur à se rappeler que quand même ce monde était très beau, mais que je n'y appartiens plus en fait, c'est plus ici de venir. Et je m'enlève les mains parce que je veux ne me donner plus qu'une seule direction, plus qu'une seule chose à faire, qui est la mission que j'ai. Donc je n'ai besoin que de mes jambes pour marcher, et c'est tout, quoi. Et effectivement, du coup, ça amène un moment où bah, je peux encore marcher, mais je ne regarde plus, je suis plus là pour absorber, je n'écoute plus, je ne suis plus là pour absorber non plus. Et ouais, si c'est sûr que si je te fais un personnage qui est explicitement fait pour ne plus absorber de nouvelles sensations, ça va être compliqué de m'envoyer des sensations, justement. Mais c'est intéressant du coup parce que moi ça m'a fait prendre conscience, tu vois, des dernières choses qu'il restait encore au personnage. Et de toute façon, je voulais te montrer son délitement progressif. Du coup, plutôt que de simplement te le décrire qui part en petits morceaux, j'ai pu reprendre tous les éléments de description que tu m'avais dit et te reparler des épaules qui partent, des pieds qui partent, des différents morceaux, quoi. Des mains qui arrachent les vêtements aussi. Ça, c'était très chouette. Parce que du coup, cette instance-là, vraiment, j'ai galéré. Je me disais, je ne sais pas ce que je fais. Et je sais même pas si je te donne quelque chose qui est correct parce que je suis tellement focalisée sur transmettre quelque chose, faire le peu de sens qui te reste, que le reste est un peu passé au second plan, quoi. Sur le sens, j'avoue que ça s'était passé au second plan. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fini de parler, évidemment. Et, euh, et du coup, le fait que tu reprennes chaque élément pour... et vite en plus, t'as répondu assez vite, enfin pas très vite, parce que bon, mais sur notre rythme à nous de silence, c'est quand même assez rapide. Et du coup, je me dis, ok, ça doit pas être totalement à côté de la plaque si tu réagis assez, enfin sans avoir un silence de 7 minutes au milieu, quoi. Oui. Ouais, bah en fait, c'est aussi le moment où c'est un des moments où je me suis dit c'est quand même un peu bizarre d'avoir
autant préparer mon personnage. Et j'ai eu peur, tu vois, parce que j'avais déjà en tête ce que j'allais faire. De toute façon, j'allais jouer le délitement du personnage qui ramène ces choses à la cité. En fait, d'une certaine manière, cette instance elle était écrite dès la création du personnage, parce qu'à la fin, j'allais rendre mes acquis. Les deux raisons pour lesquelles je jouais la partie, c'était d'une part savoir si je retrouverais vraiment la cité ou pas. On pourrait envisager un twist, tu vois, un cadeau empoisonné que tu me fasses qui m'empêche de retrouver la cité. Et l'autre question, c'était de savoir qu'est-ce que ça voulait dire de rapporter les choses jusque-là. Donc j'avais besoin de la partie pour savoir qu'est-ce que ça signifiait au juste. Et la signification était terrible. Mais je savais déjà que cette dernière instance, normalement, ça allait être moi qui me fonds dans cette cité. Mais en fait, utiliser ton instance, du coup, ça voulait surtout dire... Enfin, voilà, la question que je me suis posée, comment est-ce que j'utilise ton instance, c'est-à-dire comment est-ce que je fais juste... que je fais pas juste mon truc à moi dans mon coin. C'était assez facile, en fait, c'était reprendre chacune des descriptions que tu as faites, ou en tout cas la plupart de celles que j'avais retenues, et les utiliser pour te montrer le délitement à partir de ce que toi tu m'avais donné, quoi. Donc effectivement, moi j'ai écouté toute ton instance en me demandant déjà quels sont les interstices où j'allais mettre mes points de rupture et mes petits morceaux de délitement. Et j'ai juste pris un bref silence pour savoir par où je commençais, dans quel sens j'allais et tout. Mais oui, l'instance, elle a été facile à décrire pour moi. Et c'est marrant parce que jusqu'au moment où tu dis j'ai accompli ma quête, moi je suis convaincue que la fin de la partie c'est j'ai renoncé à ma quête. Et parce qu'à chaque fois que je dis un truc, tu en fais quelque chose d'assez horrible, quoi, et je me dis, oh là là, c'est pas là, c'est pas ça, c'est, ah là là, mais qu'est-ce, le pauvre, là là là, et ce personnage se défait, se défait, se défait, et je me dis, mais à quoi j'ai participé, quoi. Et je pensais pas une seconde que c'était une quête accomplie. Et j'étais assez contente de ma rumeur de main sur la fin. Les mains qui te Ah frottent, oui, qui te touchent, c'était... Bah, c'était une rumeur. Ah, c'était ça la rumeur. Ah oui, c'est super. Ah mais en fait, tu m'as fait une rumeur... Ouais, oui, je comprends, ouais. Ah, c'est sympa. En fait, il y avait... Ouais, la rumeur, ça a pris la forme de choses enveloppantes pendant tout le jeu, en fait. Que ce soit vraiment la rumeur annoncée, donc la rumeur sonore qui était les gens qui parlaient d'abord, puis les cris d'animaux, puis à la fin, voilà, ou la rumeur tactile qui ont été ses mains en fait. Mais le manteau de neige, en quelque part, c'est celui-là qui jouait la rumeur dans le troisième acte. C'est le moment, c'est la Alors chose qui pour nous moi, enveloppe, quoi. ouais, Non. c'est marrant. Pour moi, c'était le conte. C'est le fait que partout, Ah, tu prends une histoire en cours de route et tu t'en vas avant la fin. Et que c'est oui, toujours c'est un vrai. peu la même histoire. Enfin, il y avait un côté, le langage et c'était plus les choses que partagent les gens, en fait. Et, et c'était une façon de dire si tu veux, tu peux y participer. Mais je savais pas que tu voulais vraiment pas à ce moment-là. Voilà, le conte pour moi c'était la rumeur, c'était une façon d'en faire, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui joignait pour moi les villages les uns aux autres, quoi. Hmm. Et sur l'hiver, j'ai vraiment essayé, mais je suis pas sûre que ça se soit senti. Quand tu me parles, quand tu me dis que tu veux un manteau neigeux et ne plus voir les écailles ou quelque chose comme ça, l'image qui me vient, c'est un paysage qui te ressemble en fait. C'est-à-dire, tu as une Oui. peau lucide, des cheveux blancs, etc. Mais il y a aussi toutes ces couleurs et ces vêtements, et il faut qu'ils aient leur place à un endroit. Et c'est une alternance de ça, et je me disais la route Hmm. entre des villages où c'est chaud, joyeux, lumineux, comment dire, chaleureux, voilà c'est ça que je voulais dire, chaleureux, et des immensités blanches entre chaque, où on alterne quoi, les deux. Ça me paraissait représenter en fait ton Hmm. personnage. Oui, complètement. Ouais, le monde et mon corps, c'est un truc qu'on a déjà vu dans la clé des nuages.
Je pense notamment à une autre partie où j'étais mage avec toi, qui était fin de la rouille, où Ouais. j'explorais un sanctuaire qui était vide et moi j'étais vide dans une armure et vraiment les ruines qu'on a explorées étaient tout entières, étaient mon corps, quoi. Et c'est marrant, ça pour le coup, c'est vraiment un mouvement que je trouve très poétique et qui m'évoque vraiment précisément de la poésie, entre autres symbolistes, mais où il y a toujours un brouillage assez fort entre moi et le monde, en fait, où on se décrit, on décrit ce que l'on vit, ce que l'on ressent, on décrit toutes sortes de choses à l'aide d'images qui brouillent la frontière entre l'un et l'autre. Et à l'inverse, on peut décrire le monde pour décrire soi-même. C'est un, c'est quand même un poncif du symbolisme, tu vois, d'écrire un paysage, d'écrire quelque chose, je sais pas, donner des images, construire des images pour aboutir à la fin à une tentative de dire un sentiment, ou en tout cas une tentative de provoquer quelque chose qui a l'air beaucoup plus personnel en fait. Et d'ailleurs, et sinon pour le paysage en soi, je reviens sur un peu les intentions initiales de la partie, hein, donc on était un peu à la recherche d'une de mes marottes, toujours pas résolue, qui est en jeu de rôle, comment décrire des voyages sur le temps long en ne les réduisant pas à des étapes. Et ça, je l'ai encore trouvé difficile dans cette partie. C'était pas mal, mais il y a plusieurs trucs pour lesquels j'ai trouvé ça dur. Bon, déjà, j'ai vu que quand je voulais marquer des changements de mon personnage, je le faisais quand même par des événements. Enfin, il y en a surtout un que j'ai remarqué comme ça a été le moment où j'ai posé mes habits, puis je suis allé les rechercher ensuite, qui n'était pas vraiment un moment de description de voyage. Et ensuite, j'ai réalisé aussi que, bêtement, moi, je pense qu'il me manque un certain vocabulaire pour parler du monde et de la campagne. On était dans un environnement qui était assez normal la plupart du temps. À part un peu les écailles, on voyait vraiment un monde un peu... Pour moi, c'était un univers assez médiéval, quoi. Il y avait des routes avec des gens en haillons, il y avait une forêt, il y avait une campagne enneigée. Et il me manque le vocabulaire, je trouve, pour décrire un peu en détail. Quand toi, tu as écrit la forêt, j'étais vachement contente. Et tu disais, tu dessinais des... Enfin, il y a un mot qui m'est resté en tête, tu vois, c'est talus. Je sais ce que c'est qu'un talus, mais jamais de la vie, je l'aurais utilisé moi-même, tu vois. Et décrire un... J'ai pas assez l'habitude de décrire du paysage, d'utiliser un vocabulaire, aller rentrer dans les détails, quoi. Et je me souviens que c'est aussi un truc qui m'avait souvent arrêté quand j'essayais d'écrire la plupart du temps. Et que ce qui me débloque en général, c'est de verser dans le bizarre et le fantastique, et de me permettre beaucoup d'images beaucoup moins claires. Et je sais pas, peut-être que j'aimerais bien tester peut-être un voyage un peu plus fantasmagorique, quelque chose d'étrange et de plus bizarre. Alors c'est marrant parce que du coup, moi j'ai eu l'impression de pas donner beaucoup. Parce que, en fait, je sais pas comment tu vas traverser ces étendues-là. Du coup, je peux difficilement te décrire une progression, en fait. Je me suis rendu compte, la première fois, la première instance où je décris un paysage un peu désolé, je reste assez vague parce que, en fait, je sais pas comment tu vas le traverser. Je sais pas à quoi tu vas t'intéresser. Je sais pas si tu vas t'arrêter, tu vois? Je sais pas quelle va être ta routine, donc je peux pas te la décrire. Enfin, je remarque, j'aurais pu, hein, faire le hold-up, mais je connais tellement pas ton personnage que c'est délicat. Et ta première prise de parole pour décrire justement ce qui se passe, la façon dont tu dénoues tes cheveux, la façon dont les gens te suivent, t'accompagnent et tout, je, je me dis, ok, là j'ai compris ce que c'est que raconter un truc sur du temps long, sur de la répétition, quoi. Et je me suis dit: «OK, merde, il faut que je le fasse pour la forêt». Sauf que pareil, pour la forêt, je connais pas ton intention exacte, quand tu vas la traverser. C'est pas à moi de donner du sens à ça. Mmh. Donc c'est chaud. Il y a un moment, j'aurais voulu dire que tu croises des cabanes de bûcherons et que peut-être tu t'abrites avec eux et tout, mais je me suis dit: «J'en sais rien, en fait, si c'est ça que tu veux ou Oui. pas».
Et pareil, quand tu arrives à la cité miroir, j'ai hésité. Je me suis dit, un truc facile, ça aurait été de dire qu'entre-temps, tu as trouvé un guide qui t'accompagne et qui te raconte tout. Et je me suis dit, en même temps, il vient de se couper les oreilles, les mains. Je suis pas sûre que t'aies hyper envie d'être accompagné, ce personnage. Donc, Oui. je l'ai pas fait, tu vois. Mais en fait, c'est chaud pour l'image de raconter une progression de routine parce Oui. que on dessine juste un paysage très, on brosse vite fait un paysage qui est un peu une esthétique, mais après on n'a pas la main en fait pour décrire le vrai voyage. Ouais. Ouais, je voulais vraiment essayer le voyage dans la clé d'image parce que je pense que en fait, en termes de niveau de narration, vu que c'est un jeu avec des instances extrêmement floues temporellement et spatialement, on peut faire des choses très malléables. Je pense que c'est un jeu qui permet beaucoup plus facilement, tu vois, des descriptions de voyage que l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a cette inélégance ou ce problème dans la façon de le raconter, qui fait que les longues instances sans interruption et sans que l'autre n'y ajoute sa graine, ça rend un peu compliqué effectivement de choses. Peut-être qu'une façon de faire, ce serait de vraiment limiter l'image à un rôle de pure description des lieux sans jamais prendre en compte le mage en fait. C'est vrai que dans les ruines, on prend très souvent le pas qui consiste à dire que à dire où va le regard du mage, qu'est-ce qu'il constate, qu'est-ce qu'il ressent, des choses comme ça. Mais là, tu vois, peut-être que ce serait plus élégant et plus efficace de décrire purement et simplement des endroits, tu veux dire, quitte à décrire le squelette d'une progression en disant, tu vois, la forêt sombre, elle est comme ci, comme ça, plus loin, il y a des villages, plus loin encore, ça s'affaisse, il y a une crevasse, tu vois, un truc comme ça, et après, c'est comme une espèce de petit marché dans lequel moi je vais te dire si je vais dans les maisons, si je les esquive, si je saute au-dessus de la crevasse, ou si je m'y abandonne, etc. Tu vois, un truc du genre, plutôt que de décrire. Effectivement, je pense que c'est malaisé pour toi de décrire la progression du mage. Après, je sais pas si le jeu serait intéressant si tu te contentes de décrire purement des lieux comme ça. Bah, faudrait affiner quoi. Hmm. Et en plus, c'est vrai que pour la description, moi j'ai réalisé. Je disais décrire le paysage, moi je manque des mots pour ça. Euh, Et je constate qu'il y a beaucoup d'instances où je t'ai énormément parlé de moi en fait. J'ai passé mon. En fait, je voulais qu'on joue à un vieux voyage et j'ai passé tout mon temps à te décrire mon corps, comment je mettais mes habits, comment je mettais mes yeux et tout. Et j'en avais rien à foutre. Et à la fin, je voulais. Ça, c'est quand même paradoxal, tu vois. Je te demande de me décrire des paysages et du voyage, et puis moi, je ferme les yeux et je ferme les oreilles et je chante en même temps. Non, j'entends rien, je vois rien. C'est marrant de voir une symbolique entre ce personnage qui s'enferme et le fait que j'étais pas à l'aise pour décrire des paysages. J'ai pas du tout réalisé ça comme ça quand ça a lieu, mais j'aime bien ce parallèle. Bah, et il y a un peu la même chose à l'inverse, c'est-à-dire, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas ce que tu veux et du coup j'essaye de donner des éléments de paysage qui sont pour voir parce que j'ai pas le choix quoi. Enfin, Hmm. genre la cité miroir qui sort de nulle part, je me suis dit: «OK, est-ce que c'est un truc hyper précis ou pas? Est-ce que c'est» enfin, tu tu l'as amené de façon assez cash quoi. Je me suis dit: «Ah OK, attends, une Oui, cité miroir. Ah parce que, il y avait ah ouais d'accord, OK, bah toi tu connais la carte, moi je la connais pas. Je vais regarder». la façon dont je l'ai annoncé, où j'ai pas attendu ta question et je t'ai directement dit je veux trouver la cité miroir, c'est aussi c'était un indice et je t'en avais donné un autre sur le fait que je revenais à un endroit que je connaissais déjà. L'autre indice, c'était au tout début quand je te disais que tu m'as demandé comment est-ce que j'avais découvert ce pays, je te dis je le connais et je le retraverse. Et en fait, ces deux éléments, ces deux petits indices, c'était les seuls moyens pour toi de comprendre que peut-être je connaissais la cité.
Et dès l'instant où je t'ai dit je veux la cité miroir, enfin je m'attends à trouver la cité miroir et je t'ai laissé parler, ma hantise, ça a été que tu me décrives, et ça aurait été très fort, mais ça aurait été le pire cadeau empoisonné, que tu me décrives une cité qui ne me reconnaît pas et voire qui m'est hostile, tu vois. Des gens, un peu comme dans la première instance, enfin dans le premier acte là, que tu me décrives des personnages qui me regardent bizarrement, qui sont pas très amicaux, qui se demandent ce que je fais là et tout. Et c'est quelque chose que j'étais prête à interpréter en me disant, eh ben, je suis parti depuis tellement longtemps que les miroirs ont été brisés et perdus et que le mage qui m'a donné naissance n'est sans doute plus là et qu'en fait tout ça je l'ai fait pour rien, tu vois. J'avais extrêmement peur de ça, mais il n'y a rien eu de tel et finalement j'ai pu retrouver mon truc et finir ma quête. Mais c'était vraiment une des possibilités que je m'étais dit au début. En fait, les deux trucs qui auraient pu m'empêcher de terminer ma mission, c'était soit de ne pas retrouver la cité, peut-être parce qu'elle a disparu, soit de retrouver la cité, mais qu'elle est tellement changée que je n'ai plus aucune pertinence à l'intérieur, en fait. Et ça aurait été vraiment déchirant d'avoir pris toute la couleur du monde pour en plus ne rien en faire ensuite. Pour arriver en retard à ton rendez-vous, quoi. Ouais. Et ça me rappelle... Ouais. Est-ce que je peux t'envoyer un spoil sur le 13e tome de la Compagnie Noire? Vas-y. C'est une série de bouquins que j'aime beaucoup, où tu suis... En fait, tu suis la Compagnie Noire, qui est donc une armée mercenaire qui se balade dans un monde de dark fantasy très, très gritty, quoi. Donc les 3 premiers tomes te racontent différentes guerres dans lesquelles la Compagnie Noire est impliquée. C'est vraiment une super série avec... ça change d'analyste notamment de tome en tome. Au bout d'un moment, c'est plus la même personne qui raconte l'histoire, ce sont d'autres qui ont d'autres visions des choses, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de tomes, la Compagnie Noire se met en tête que ça suffit, on va arrêter. Et la compagnie va retourner à Katovar, qui est son lieu d'origine. Tu vois, il y a des siècles et des siècles, la Compagnie Noire est partie de Katovar et un jour elle y retournera. Et donc c'est le moment où les survivants de la Compagnie Noire prennent toutes les annales et disent bah on va descendre vers le sud et on va retrouver Katovar et c'est là qu'on va finir quoi, que ça va être la fin. Et toute la quête qui anime 5 ou 6 tomes au moins de la Compagnie Noire, c'est ça. Et à la fin, ils retrouvent Katovar et c'est un endroit où il y a personne qui les attend, personne qui sait qu'ils existent, personne ne se souvient de leur nom, rien ni rien. Et en fait, Katovar a disparu visiblement depuis des siècles. Et ils se rendent compte à ce moment-là que leur quête n'a aucun sens en fait, et qu'il n'y a plus personne pour les attendre. Et j'avais vraiment peur qu'il m'arrive un truc comme ça. Alors, je l'anticipais parce que j'avais spécifiquement en tête cette histoire avec Katovar dans la Compagnie Noire qui m'avait beaucoup marqué. Et que j'aimais beaucoup comme idée, tu vois, c'est-à-dire que ça ressemble à un grand cycle mythologique et puis à la toute fin c'est cassé parce que le monde a continué de vivre en fait. Et ça me rappelle aussi une autre chose, encore une nouvelle que je ne connais pas du tout, que mon père m'a raconté une fois sur une nouvelle de SF, je sais pas du tout qui l'a écrite, aucune idée, sur des astronautes que l'on envoie pour une mission de reconnaissance sur une planète très lointaine. Et c'est un voyage extrêmement long qui va durer 500 ans, donc ouais, donc les personnages vont être cryogénisés, mais c'est un truc très bizarre où ils vont abandonner, tous les gens qu'ils connaissent vont être morts d'ici leur arrivée, quoi. Mais ils seront les premiers à coloniser cette planète extrêmement lointaine. Et en fait, quand ils arrivent, ils découvrent que ça a pris 500 ans pour qu'ils viennent, mais en fait 450 ans après leur départ, sur Terre ont été inventés des moyens de déplacement beaucoup, beaucoup plus rapides. Et quand ils arrivent sur cette planète nouvelle à coloniser, en fait, elle est déjà colonisée par les humains, qui sont allés beaucoup plus vite qu'eux, parce qu'ils ont d'un coup des technologies bien meilleures, quoi. Et ils arrivent sur un monde où ils n'ont plus aucun sens, parce que eux qui étaient les pionniers, qui devaient tout mettre en place, ils ont sacrifié toute leur vie pour pouvoir, enfin toute leur vie sur Terre, quoi, pour permettre ça. Et finalement, ils sont inutiles. Et je crois que la conclusion de la nouvelle, c'est qu'ils se barrent, en fait, ils repartent vers la Terre, ce qui est... il y a quelque chose d'absurde dans ce mouvement-là, tu vois, mais en fait, c'est vraiment symbolique d'un refus absolu, tu vois, de refuser d'être inutile, enfin, refuser de perdre le sens, de tomber dans l'abîme, dans l'abysse nihiliste, quoi. Et j'avais peur de ça aussi pour mon personnage, que d'une façon ou d'une autre, il y avait plein de façons dont tu aurais pu m'infliger l'inutilité totale de mon personnage, en fait.
Bah, c'est moins pire vu comme ça alors. Ouais. Bon, moi j'arrive à peu près au bout de ce que j'avais à dire sur ce débrief. Et ben moi aussi, je pense. Merci à toi en tout cas, c'était très chouette. Merci aussi, c'était une bonne expérience. Puis moi ça m'a appris un peu des trucs. Je vais y réfléchir et peut-être te proposer une autre partie ensuite. Bah avec plaisir. Et ben on va s'arrêter là je pense. Et dire au revoir à l'enregistrement. Salut Craig.